Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. On fait l'exercice du brief un peu express pour éviter de traîner en durée et de toucher au même sujet redondant. Bitcoin, alors où on en est? Ça meurt un petit peu, donc attention par rapport au scénario que je vous ai proposé hier en début de semaine. Ça refuse pour l'instant de baisser et je vous apporterai les raisons juste après. Mais donc ici on est dans une zone un peu de market making. Ça se voit en fait très très bien au carnet d'ordre, c'est-à-dire que bon, on voit très clairement que pour l'instant il n'y a pas de demande à part 10 002, c'est-à-dire d'essayer de revenir chasser au-dessus de ce truc-là. Je pense que c'est faisable, sérieusement, donc il ne faut pas mettre vos stops au-dessus de 10 002 pour faire simple. L'autre truc, c'est la demande juste gigantissime qu'on a ici, que vous voyez très bien dans ça, hein, c'est-à-dire là c'est pas le truc BTC USD long VS short machin là, hein. Là c'est le pourcentage net, d'accord, de demandes acheteuses et vendeuses dans le carnet, tout simplement. Donc c'est toujours Finex la source. Tout simplement ici, ce que vous voyez, c'est que là, il y a juste 80% d'acheteurs. Donc 80% d'acheteurs avec des prix qui baissent. Et pour moi, ça va plutôt péter le support, quoi. C'est-à-dire que là, si je devais voir un vrai rebond, je verrais l'inverse. C'est-à-dire que je verrais une majorité de vendeurs ici, par exemple. Voilà. Et là, effectivement, quand vous avez ça, vous dites, ok, bon, d'accord, une majorité de vendeurs sous une résistance, qu'est-ce qui se passe? Ben, on franchit la résistance. Donc, évidemment, une majorité d'acheteurs sur un support, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va probablement le péter. Alors, ça ne veut rien dire, encore une fois, mais quand on atteint des ratios comme ça, euh, assez extrêmes, les réactions en général elles vont avec. Voilà. Donc là, 80% d'acheteurs sur un support qu'on a déjà testé. Bon, voilà, je pense toujours qu'on va le péter, je sais juste pas quand. Et évidemment, donc il faut faire attention parce que sur cette zone, je vous rappelle que jusqu'à nouvel ordre, on est toujours dans le range horaire. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas encore cassé le bas du range, on peut difficilement lui donner une structure. Donc attention, ça peut sans problème retaper un coup ici, venir faire le triangle. Moi, je vous l'ai dit, mes stops sont à 11 005, donc ils peuvent s'accrocher les boules pour venir chasser jusqu'à 11 005, et ça m'étonnerait sérieusement qu'ils soient capables de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent venir faire 10 002 et venir chasser un petit peu ici jusqu'à 10 006, 10 000, c'est tout à fait possible. Moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans un range. Et que dans un range, on gagne du temps, mais que ici, très probablement, tant qu'on est en l'état actuel des choses, la demande reste sur des prix inférieurs. On va probablement aller traiter ces prix, à moins que les choses changent radicalement entre-temps. C'est-à-dire que si on commence à monter un peu et qu'on voit une énorme demande vendeuse apparaître ici et que tous les ordres à 8005 disparaissent, ah, là, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Mais pour l'instant, voilà, ça sent juste, dès le début de la semaine, pardon, c'était là. Donc dès le début de la semaine, on voit que ça se passe pas comme prévu. Les portes sont toutes ouvertes ici et d'un coup ça passe pas. Donc market making évident, market maker bloque et on a besoin donc de passer plus de temps dans ce range. Maintenant, si on passe 3 plombes sur le support et que ça casse pas, au bout d'un moment, on va essayer d'aller chercher les résistances. Pour l'instant, je vois pas nécessairement de changement radical dans la psychologie qui nous inviterait à venir retester des résistances. Mais attention, plus on passe de temps sur le support, plus au bout d'un moment, ce changement peut s'opérer. Donc pour l'instant, moi, ça ne m'inquiète pas. Tout reste orienté bear. Je vois aucune raison de changer quoi que ce soit à l'application de la stratégie. Donc, voilà, moi, je reste en l'état des choses. Euh, What else, what else? Les autres marchés. Alors, bon, ça, c'est mort cérébral, hein, toujours partout ailleurs. Ah, le DAX, quand même, attaque enfin des supports, dis donc. On s'en serait presque inquiété que ça mette autant de temps. Donc ici, intéressant, on va avoir donc des breakouts et on va voir si on va installer une tendance. Là, on a bien un flux baissier, des creux et sommets descendants. On a tout ce qu'il faut ici pour installer une tendance, donc des cassures de support. Je pense que minimum le support des 12 000 à casser, vraiment strict au minimum, et venir chercher ces zones de contexte. Donc retourner dans les contextes 4 heures, ça pourrait être pas bien, ça pourrait être pas mal, enfin revoir des contextes 4 heures, ça fait quand même un petit moment qu'on les a pas vus. Est-ce que nous fait le S&P 500? Waouh, rien du tout. Donc encore une fois, attention, hein, les ricains, c'est juste la retenue avant que le barrage saute. Mais pour l'instant, voilà, l'espoir est fondé sur les banques centrales. Vous avez compris le truc. Ici, les moyennes sont orientées à l'achat. Tout le monde veut soutenir les prix. Tout le monde veut en être. On a bien tous vu cette ligne de tendance. Qu'elle rejette, ce serait vraiment étonnant, hein, qu'on soit clair. Normalement, ce type de ligne de tendance, quand on vient les chercher, c'est pas pour les conserver. Voilà. Enfin, donc bref, moi je reste toujours dans ce truc-là. Attendez, je vais voir si on a cassé celle-là déjà ou pas. J'ai pas l'impression.
Non, voilà, bon, on travaille toujours ces zones-là. Voilà, il faut vraiment un changement radical dans la perception de la politique monétaire pour que ici on crée une résistance. Techniquement parlant, encore une fois, on n'a rien pour franchir, mais il faut bien comprendre que comme ce rien est un rien haussier, eh ben, on va probablement essayer de franchir cette zone-là. Donc pour l'instant, S&P 500, j'ai l'impression que bon, voilà, mis à part la Fed se rate et délivre pas, ou je sais pas, enfin bref, on verra. Tout dépendra de ce qu'il y a dans le communiqué. Mais là, si la Fed fait chuter les marchés, clairement, elle est conne. Hein. Enfin, faut dire ce qui est. C'est-à-dire que là, construire un sommet de marché ici, c'est-à-dire que si c'est vraiment un changement radical, si c'est juste un petit pullback, c'est pas grave, ça n'empêche pas de remonter derrière. Mais si ça va un peu plus loin que ça, c'est là où ça devient un peu dangereux pour le jeu de la Fed, parce que là, si vous commencez à foutre la merde dans les pricing comme ça et que foutez tellement la merde qu'on ne trouve pas de support ici et qu'on revient direct là, voire là c'est clairement la zone rouge. Et ici, pour supporter, je ne vous raconte pas le bordel. C'est-à-dire que là, c'est pas du gentil communiqué de presse qu'il faudra faire pour faire remonter les prix s'il devait retomber à 2750. Encore une fois, pour moi, on retombe là, c'est game over, il n'y a aucune chance de remonter derrière. Donc, voilà, il faut maintenir les prix avec un certain dosage intelligent, parce que si tu en donnes trop, c'est la bulle, si tu n'en donnes pas assez, le marché s'écroule. Donc, évidemment, on a un banquier central pas franchement très expérimenté. On a bien compris que Powell, certes, il est très intelligent, mais c'est un très mauvais communicant. C'est pas un Mario Draghi, quoi. Donc voilà, on va voir. Là, il a un exercice à faire qui est très périlleux, très très périlleux. C'est d'exprimer ce qui se sera exprimé au sein du FOMC, qui a déjà pas un consensus intégral. Donc voilà, il va falloir réussir à faire comprendre au marché ce qui s'est passé au sein du FOMC. Encore une fois, je vous dis souvent Powell, il n'est pas tout seul, Powell. Powell, il est là pour faire comprendre au marché ce qui s'est dit dans un comité à huis clos où les gens parlent de politique monétaire pendant 2 jours. Et bref, il est là pour nous dire, en gros, voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce dont on a parlé, voilà les conclusions auxquelles on en est arrivé, blabli, blablabla. Voilà, ok, c'est ça l'objectif. Le problème, c'est que Powell n'est pas très bon pour faire cet exercice-là, on l'a remarqué. Bref, en attendant, on verra, voilà. Si là il a réussi son exercice, je lui dirai bravo, parce que là, sincèrement, il commence avec un niveau de handicap au maximum, et on va voir s'il réussit cette partie. Donc ça c'est pour les indices, donc on attend. Toujours la volate à zéro, alors ça c'est incompréhensible. Bon, on a quand même un avalement haussier sur la volate hier, mais on est plutôt donc dans ces schémas-là, hein, où on hésite. Là on a tous compris, hein, que le catalyseur c'est demain. Donc bref, on va évoluer gentiment au gré des vents. Donc est-ce que ça va monter, baisser aujourd'hui? On ne sait rien. Tout ce qui se dit, c'est que de toute façon demain c'est la Fed, après-demain demain soir c'est la clôture mensuelle. Bref, on a des choses importantes à voir demain, ça c'est clair. Les junks, tiens, je regarde un peu ce qu'ils nous font. Bon voilà, c'est hésitant. Je pense qu'on va chercher une ligne de tendance. Je connais un peu trop bien ce genre de marché pour voir qu'on doit se taper. Voilà, la ligne de tendance. Donc ça traite une ligne de tendance, ça tente de former un mouvement baissier. On est toujours dans les contextes vendeurs avec des moyennes vendeuses. Bref, ici, normalement, il y a un gros cluster résistant, mais genre tellement énorme que c'est grossier. Donc, il y a toujours pareil, des facteurs de risque orientés à l'achat, un VIX qui ne casse pas de support, des junk bonds qui ne franchissent pas les résistances. Alors, il ne casse pas encore de support et le VIX ne casse pas encore de résistance, mais le gold, lui, il l'a fait. Donc, on va voir si en gros, le gold, c'était le piège à bear, ou tout simplement, en fait, on avait raison, et voilà. Donc on verra tout ça. Le WTI, hein, qui a démonté du support. Bref, voilà, il y a des choses quand même relativement inquiétantes. Hier, j'ai renforcé mon USD Yen, tiens, je vous le dis comme ça. Je cherche toujours le GBP. Donc je me suis fait stopper hier soir pour ceux avec qui on a fait la position intraday. J'ai vu que j'avais déjà raté le signal 15 minutes. Ça m'apprendra à me lever un peu plus tard. Bon, c'est les vacances quand même. Hein, mais donc voilà, ici c'était la zone qu'on traitait en 3 minutes. Vous avez dit si ça ne réagit pas, on laisse tomber, on reprend en 15 minutes. Bon, voilà, pas de secret, 15 minutes. Même schéma qu'hier, hein, pour attraper un couteau qui tombe, on attend toujours des excès. Hop, paf. Donc là, paf, vous avez la target de break, vous attendez, hop, le signal de survente, hop, le triangle, c'est juste absolument parfait. Donc là, GBP, vous avez un gros signal d'achat, 1,2127. Moi, dès que ça pullback, je vais reprendre, hein, évidemment. Mais évidemment, je connais bien ce marché, il n'y aura pas de pullback.
Donc, s'il y a, je prendrai, mais il y aura probablement rien du tout, évidemment, puisqu'on va se diriger, je pense, vers les différents niveaux de retracement. D'ailleurs, probablement aller retester la zone des 1,22, la zone d'hier, en fait. Ça me semble être la logique, c'est là où on a 23% de retracement. Donc, la thématique, c'est plutôt de dire, normalement, un truc un peu comme ça, d'accord, ou carrément, on fonce et on fait comme ça. Et dans ce cas-là, c'est 38%. Je ne sais pas où on va former le range, d'accord, il y a cette zone-là et cette zone-là. Et c'est de dire, soit ça c'est carrément un excès et on va garder cette zone-là en tant que support. Dans ce cas-là, je pense que la zone d'évolution... Alors attendez, je vais refaire un plus simple. Là, ça va devenir vite le bordel si je n'organise pas, d'accord. Donc deux possibilités pour le range. Soit la zone de range se fera là, au-dessus du Fibo 14,6, et ça c'est juste un excès de gland, d'accord. C'est-à-dire, là entre guillemets, c'est on dérouille en début de journée, là on fait rien. Alors attendez, on a clôturé à quelle heure? On a clôturé là ou pas? J'arrive pas à savoir. Il faut que j'aille voir les candles journalières. Alors, ouais, non. Donc on a clôturé sur la zone 23,6. Ok. Donc le principe est de dire, voilà, la clôture d'hier est là. Ok. Alors hop. Non. Merde. C'est pas ça que je veux faire. On recommence. Donc le principe est de dire deux options pour le range. Première option, 23,6, 38,2. Ok. Et on oscille autour du cours d'ouverture. D'accord, c'est de dire c'est là le cours d'ouverture, ok, et on fait mumuse, on va en gros ici, on tape un coup, ça devient positif et on clôture par là ce soir. Et demain, mystère de la Fed, soit reverse, soit pas. Donc évidemment, si vous êtes malin et que vous êtes tiré debout ce matin et que vous avez vu ça là, normalement vous avez payé ici en respect de la stratégie. Je parle évidemment pour les expérimentés, pas les débutants. Mais ça, normalement, vous avez compris, c'était typiquement le schéma d'hier, qui était de dire si le 3 minutes ça ne réagit pas, on cherche en 15 minutes. Et c'est aussi simple que ça. C'est complètement... je ne vais pas plus loin que ça. Regardez la tronche des boîtes de contexte. Si vous êtes débutant et que vous tradez dans ce genre de marché, je vous arrache les yeux. C'est interdit pour vous. C'est juste... c'est ça, c'est la première des règles. Contexte 10 juin, vous ne touchez pas si vous êtes débutant. C'est que pour des expérimentés. Attraper le couteau qui tombe, il faut clairement avoir un peu d'expérience et savoir gérer les risques pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis en plus, de ça, il ne faut pas avoir peur ni tout ça. Donc là, il ne faut pas de biais de débutant dans ce genre de marché, sinon vous mettez clairement tous les éléments techniques contre vous. Donc moi j'attends de voir ici comment on va réagir sur le Fibo 14,6. Est-ce qu'ici tout simplement on rejette une nouvelle fois et je vais essayer de trouver le support par là. D'accord? C'est-à-dire essayer de trouver un rejet et dans ce cas-là je viserai le 23,6. Comme ça je prends mon premier gain ici et je paye mon stop loss et je garde ça jusqu'à demain et je jouerai la Fed comme ça. Option numéro 2, ici ça tergiverse un peu mais on traverse et on atteint la zone 23,6. Dans ce cas-là j'essaierai de racheter vers le 14,6 pour viser le 38,2 et même chose, TP ici, ça paye le stop loss et on n'en parle plus. Ok? L'objectif pour moi c'est d'arriver à financer un stop sous le bottom parce qu'évidemment j'ai encore raté l'ordre donc ça me casse un peu les couilles mais c'est comme ça. Voilà. L'eurodoll, qu'est-ce qu'on fait de cette merde? Très compliqué. Donc c'est pareil, ça évolue, mais ça ne veut pas casser les supports. Donc on attend là clairement, c'est de dire bon GBP, comme il y avait un peu de news flow négatif, c'est bien, on peut faire mémuse, on peut aller péter les stop loss. Malheureusement sur l'eurodoll on peut pas. Voilà, bon qu'est-ce qu'on fait? On attend la Fed. Tout simplement, moi je pense qu'on reste toujours sur un marché plutôt haussier, mais bon, ça hésite. L'USD Yen, là, je pense clairement par contre que c'est bear. Donc j'ai repris une petite vente hier. Je garde du jus pour vendre un peu plus haut. Mais là, tout simplement, voilà. Bon, pas besoin de chercher à tergiverser. La vente d'hier, elle est là. Vous la voyez. Bon, je l'ai un peu anticipé, évidemment, comme d'hab. Mais bon, ce matin, le signal est validé. Donc j'ai pas de raison de m'inquiéter. La UDNZD, tiens, qu'est-ce qui me fait mon coco? Bon, ça veut toujours pas. Donc là, pareil, il faut attendre que le dollar se décide. Une fois que le dollar se décide, on aura la résultante de ce triangle. Normalement, triangle, vous avez compris, continuation de tendance, tout ça, le bon vieux classique, sauf que c'est 70-30 et c'est même 60-40, je crois, la probabilité d'un triangle. Donc, il faut quand même faire attention avec ce genre de truc, surtout qu'un triangle sur un support. Voilà, bon, pour moi, il y a pas mal de chances ici qu'on sorte dans le sens de la tendance, mais la tendance, elle est majoritairement pour l'instant haussière. Donc, c'est pas parce que là on consolide que voilà, là je vous montre quand même qu'on a explosé les boîtes de contexte vendeuses, alors que là, rien du tout. C'est juste qu'à chaque fois qu'on vient là, il y a des acheteurs qui essaient de soutenir, qui gèrent les risques. Donc j'ai plutôt l'impression que la smart money achète ce genre de cross plus qu'elle le vend. Mais bon, on attend gentiment le prochain signal de tendance. Pour l'instant, nada. Donc patience et respect des gestions du risque.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est à peu près tout. Je vais regarder le gold, mais bon voilà, enfin, de toute façon la Fed fait tout pour empêcher ça, hein, donc c'est de dire oh mon Dieu, les mecs achètent du gold, mais rendez-vous compte. Donc toujours pareil, moi je pense qu'ici on a des beaux flux acheteurs qui se mettent en place, toujours des signaux bullish sur les lignes de tendance. Moi je vous ai dit je vais renforcer le gold ici et j'en ai rien à foutre de la Fed. Je pense sérieusement que tout simplement ce genre de suivi de tendance, il faut les faire, point barre. Alors là, ça va squeezer, donc évidemment, hein, le principe est de dire squeeze 4 heures avant la Fed, ça colle à peu près avec le genre de time frame sur lequel la Fed peut essayer d'agir. En tout cas, l'effet de base dollar peut jouer sur le forex, enfin, c'est pas du forex, l'XAUUSD, mais pratiquement quoi. Dans la mesure où le gold peut être considéré par moment comme une devise, ou en tout cas un stockage de valeur. Et évidemment, là, c'est la période dans laquelle on se pose cette question. Là, on n'est pas en train de trader XAUUSD pour quel est le prix du gold en tant que matière première. Là, on est plutôt en train de trader le gold en genre, putain, combien de gens veulent en acheter pour éviter d'avoir du pognon à la banque. Donc, moi, je maintiens, c'est plutôt haussier, ce genre de truc. Alors, évidemment, on neutralise, mais pour l'instant, c'est que du canal de tendance qui supporte. On a eu un breakout ici, il n'y a aucun signe d'alerte baissière. Bon, voilà, typiquement ici, c'est des structures de range, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on atteint des targets, ça bloque, d'accord. Mais bon, ça bloque pendant 40 barres, quoi. Voilà. Là, les 40 bougies, elles sont largement là. Bref, c'est porte ouverte et on peut y aller, quoi. Moi, c'est plutôt ça le sentiment que j'ai. Mais le principe étant donc de maintenir toujours un peu d'incertitude. Vous imaginez le gold haussier, mon Dieu, quelle hérésie. Donc voilà, on va voir un peu le truc. Moi je pense que ça peut tirer un peu plus haut, au moins venir taper au-dessus de ces contextes-là. Je dirais au moins déborder 1467, 68. Pour moi le minimum c'est quand même 1488. C'est-à-dire le ABC parfait, hein, c'est de prendre cette vague-là, de la reporter à 100%. Typiquement, on fait plutôt du 127 dans ces cas-là, donc moi je tirerais quand même jusqu'à 1580, qui me semble être la zone à viser, en sachant que là on n'a même pas encore atteint la phase de divergence, hein, d'accord. C'est-à-dire que là c'est pas divergent encore ça, hein. Moi je pense que c'est pour la prochaine, c'est-à-dire là je m'attends à ce qu'on fasse une petite poussée divergente jusqu'à 1480, un range un peu plus long. Et derrière, une dernière poussée, ou tout simplement, je vous dis ici, ça pousse fort, la Fed déçoit, et au lieu de trader les 1480, on va tout de suite à 1575, il n'y a pas de divergence, et là, la tendance, elle va relancer beaucoup, beaucoup plus loin. Là, pour moi, la question est de savoir si ce momentum-là, on va le pousser à la divergence, ou si tout simplement, on relance en canal. Et ça, la relance en canal, ça ferait mal, parce que là, je vous dis, attention, vu l'amplitude du bordel, enfin, vu la pente du merdier, ça va quand même en secouer plus d'un, si en gros, ça, c'est la force de relance. Parce que là, la force de relance, c'est si on dit en gros pas de divergence, c'est direction haut de canal, je vous dis c'est du 1580, ici, là, en ligne droite, on répète ce qu'on a fait là. C'est une semaine, 2 semaines de hausse sur le gold, une hausse de 4 et quelques pourcents, si ma mémoire n'est pas trop mauvaise, pardon, 10%. Ah oui, non, 4%, c'est pour tirer jusqu'à 1480, je me suis planté. Donc là, ça referait 10% de hausse sur le gold. Voilà, bon, c'est-à-dire que là, il n'y aurait pas qu'un effet de base dollar, il y aurait aussi un effet recherche d'actifs refuge. Bref, sans commentaire, pour l'instant, la bougie d'hier, c'est un avalement haussier. Donc, mis à part dire qu'avant la Fed, le marché est plutôt en train de sécuriser les capitaux, c'est-à-dire acheter un peu d'actifs refuge et tout ça, tout ça. Ça se voit toujours pas, évidemment, sur les indices, hein, parce que vous avez bien compris la thématique. Il faut tout faire pour que les indices montent parce que c'est ce que Trump veut. Bref, donc pour moi, gold, hein, des breakouts daily, des breakouts voire hebdomadaires, je pense qu'on est encore très très loin de trouver les résistances. On vient juste de faire le breakout, donc ça m'étonnerait sérieusement qu'on s'arrête. Silver, même chose, je reste dedans. Les valeurs ici, donc je surveille GE. Hop, ça publie aujourd'hui, ce soir je crois. Non, ça publie demain et ça publie après. Alors attendez, je vais regarder. Ah, aujourd'hui on a AMD, ça c'est bien, il faudra regarder, mais ça publie après la clôture. Apple, bon évidemment, mais c'est demain du coup GE. Je croyais que c'était aujourd'hui ça. Ok, bon aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Alors Amgen, ça peut être intéressant à regarder, enfin à regarder, pas à regarder. Mais voilà, donc AMD, Electronic Arts, ça aussi. Je vais regarder si je me ferai pas un petit short là-dessus avant les résultats. Et demain, du coup, GE. Ok. Donc demain, GE et Qualcomm. Ils sont cassés où General Electric.
Ah voilà, putain, voilà. D'accord, donc voilà, moi les trucs que j'attends, tout simplement, hein, essayer de voir. Donc c'est là, c'est plutôt, on est plutôt sur la fin de la saison des résultats. Évidemment aujourd'hui, donc Apple, le miraculeux Apple, qui va éventuellement sauver Wall Street ou pas. General Electric, donc pour demain, moi la question est de savoir donc si oui ou non on franchit la résistance. Malheureusement, ça va donc probablement se faire avec un gap. Mais j'aimerais bien donc voir ça, hein. Si en daily on arrive à repasser au-dessus des moyennes, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire effectivement, je pense, recherche de ces différentes précédentes résistances. Et ici, bah, évidemment, on gère son risque, hein, il y aura des pullbacks. Mais il revient à dire, voilà, pour moi, c'est le genre de valeur où ici il y a du rendement, hein, et pas un petit rendement, hein, c'est de faire 50% sur la valeur avec des risques clairement limités comparés à des Apple et autres trucs du genre. Pour lesquels ça peut tout à fait faire plus 50%, hein, sur du Apple, on est bien d'accord, mais par contre, c'est pas la même histoire si ça se passe mal. Voilà, donc à surveiller GE demain. Apple, je m'en fous, mais littéralement, on va regarder quand même. Voilà, donc c'est de dire l'appétit pour le risque, comme d'hab, à son maximum. Ça me fait penser au DAX, vous voyez, l'Iceland Reversal. On se demandait, le DAX, qu'est-ce qu'on est venu foutre à revenir retester l'Iceland Reversal ici. Bon, voilà, vous l'avez vu, la réaction derrière, hein, le DAX se pète la gueule. Est-ce qu'on vient faire la même sur Apple, c'est-à-dire viennent venir titiller les vendeurs dans leur dernier retranchement pour se retrouver avec un gap baissier de 10% demain? Je sais pas, bref, on verra. De toute façon, vous avez compris que toute l'ambiance de Wall Street tourne autour d'Apple, parce que ça fait partie des gigacaps, blabli blablabla, et les gens adorent ça. Bref, je vois plus personne d'ailleurs avec des iPhones, hein, c'est très rigolo maintenant. Je vois beaucoup plus de gens avec des téléphones chinois. Donc Apple, c'est bien, hein, la thématique de dire on redirige la production, enfin la création de richesse vers du service, mais va vendre du service à des gens qui n'utilisent plus tes téléphones. Je te souhaite bien du courage. Donc pour l'instant, un peu de patience. Moi, j'attends toujours le moment où bah, l'hégémonie Apple c'est terminé. Évidemment, bah, quand c'est terminé, ça viendra avec probablement le changement de paradigme, hein, c'est-à-dire le moment où les gens comprennent que aïe, eh ben non, en fait. Ça passe plus, et là bah, voilà, c'est là où je pense qu'il y aura un problème. Pour l'instant, pas de problème, vous restez donc très sage. Tant qu'on n'a pas au moins retesté les 23% en 4 heures, il n'y a nada à faire, il n'y a pas la moindre inquiétude à l'horizon. Donc soyez sages, soyez rationnels, ne tradez pas ce que vous voulez voir, mais tradez ce que vous voyez, d'accord? Dans le sens de ce que vous voulez voir, évidemment, c'est important. Si vous tradez alors que vous pensez que ça va dans l'autre sens, là c'est quand même grave. C'est-à-dire si vous dites « Ah putain, je pense que ça va exploser à l'achat », bah je sais pas, dans ce cas-là, achetez. Mais faites quelque chose. Voilà. Moi je maintiens, je pense toujours qu'on est à l'aube d'un renversement majeur de marché, que bah, ce nouveau sommet historique qu'on s'offre depuis quelques semaines et depuis le début de l'année me semble toujours aussi rocambolesque et bien dangereux. Évidemment tout ça, ça va se payer, hein. J'oublie pas moi, hein. Faut bien vous rappeler que on est dans des phases où le marché a une mémoire et il n'est pas supposé le faire. Normalement, il est juste supposé intégrer les nouvelles variables. Là, non, on a une mémoire. La mémoire, c'est de dire ah, ben, on montait il y a quelques semaines. Si on continuait, eh ben, t'inquiète pas, je n'oublierai pas, puisqu'on fera la même chose dans l'autre sens, puisque quand on va baisser, ben, il en arrivera sur des zones techniques intéressantes et puis ben, on continuera de baisser parce qu'on baisse. Voilà. Donc, n'oubliez pas, toute chose a sa contrepartie, autant dans la vie que dans le marché. Il faut simplement donc se souvenir et se rappeler des time frames. Donc là, on parle de time frame hebdomadaire, qu'on subit des phases un peu débiles de quelques semaines. Donc évidemment, il faudra s'attendre à quelques semaines de débilité dans le sens baissier, même si évidemment la baisse va toujours un peu plus vite. Autrement dit, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que si là, à l'époque, vous auriez eu envie d'acheter ici parce que vous avez identifié le support, il faudra se rappeler qu'on risque de se faire enfoncer de quelques pourcents derrière par Wall Street, qui évidemment continuera de purger à ce moment-là si on s'amuse à baisser. Bonne journée à toutes et à tous, à demain, évidemment, donc demain la Fed, ce soir Apple, vous connaissez tous les risques, soyez sages, orientez bien vos portefeuilles, réduisez les leviers si nécessaire. Pour ma part, les stratégies restent en place, qu'elles soient sur GBP ou sur euro-dollar, je reste à l'achat, je reste à la vente du dollar-yen. Évidemment, hein, GBP, les réductions de levier ont été faites il y a un bon moment, je commence à reprendre un peu ici. Donc vous voyez, hein, l'objectif étant de dire, on joue jamais les rois, hein, je terminerai là-dessus, mais est-ce que par exemple c'était intelligent d'ici de réduire les leviers sur GBP? Alors c'est par là que j'ai pris moi, c'est là que j'ai réduit mes leviers. Est-ce que c'était intelligent de réduire les leviers sur GBP? Oui, carrément, parce que du coup aujourd'hui je peux racheter, et à bien meilleur compte, hein, clairement. Donc là, je vous le dis, aujourd'hui, GBP, je crois que j'ai un prix de revient moyen. Quand je vais
il faut que je réussisse à choper des achats là-dedans, hein, dans ma zone bleue. Et je vais avoir normalement un prix de revient moyen par là, un 23, 0,2. Donc c'est pas fantastique, hein, encore une fois, mais ça sera largement suffisant. Voilà, encore une fois, faut contextualiser les choses. Je cherche des achats daily hebdomadaires pour venir démonter les contextes. D'accord, celui-là, puis celui-là. On les voit bien, les zones cluster que je vise sur GBP. La première, c'est là, c'est retour à l'équilibre. La deuxième, c'est titillage de vendeur. La troisième, c'est gros doigt dans le cul. Et tout simplement, bah, ici, tout le monde se rend compte que, oh merde, finalement, le dollar n'était pas si fort que ça. Donc, c'est toujours le pari, hein, ça reste un pari avec une gestion du risque. Évidemment, si j'ai tort, c'est, oh mon Dieu, c'est la grosse mémerde et c'est la deep recession pour nos amis anglais, si tout simplement ici c'est cassure du plus bas et direction le contexte de support. C'est pas impossible, encore une fois, je n'en sais rien, d'accord, je n'en sais strictement rien. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un scénario possible. En tant que vendeur, dans ce cas-là, il fallait vendre ici. Ici, vous êtes en train de dire c'est la tendance, j'attends la cassure du support et tout simplement la mise en place de la tendance baissière. Moi, c'est pas le sentiment que j'en ai, tout simplement parce que je vois que des schémas classiques de range, à savoir 2 coups en haut, 2 coups en bas, 2 coups en haut, 2 coups en bas. Et j'ai plutôt l'impression que dès qu'on a fini ce coup en bas, c'est game over. Je pensais qu'on l'avait déjà fait, hein, ici. Et dans ce cas-là, je pensais qu'ici, on mettrait en place 2 coups en haut. Hein. C'était le schéma. Bon, pour l'instant, ce n'est pas la thématique. Le marché ici profite de la faiblesse sur GBP. Mais je pense, encore une fois, que ce ne sont que des faiblesses temporaires, qu'on fait 2 coups, mais normalement, on ne cassera pas ce support. Et donc, normalement, il y a une gestion du risque avec ces stops ici. Hein. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Hein. Les achats ici ont un stop sous les 1,21, enfin sous les 1,2050. Et évidemment, le principe est de dire, tout comme ici, on avait bloqué sur cette target, on n'ira probablement pas chercher celle-là non plus. Et on risque de bloquer sur cette zone de prix. Voilà mon sentiment sur GBP, puisque j'ai reçu quand même pas mal de mails à ce niveau-là. Donc, gestion du risque, hein, moi je suis obligé de revenir sur des zones sans levier. Hein, c'est-à-dire que, alors là, j'ai quand même un peu de levier sur GBP parce que j'ai quand même une confiance là-dedans. C'est de dire que là, bah, encore une fois, c'est un scénario où je vais risquer 3,5%, un truc comme ça. Pas plus. Hein. Et j'ai déjà pris des pertes sur GBP. Mais encore une fois, hein, si on va taper là-haut, je ne vais pas récupérer 3% de gain. Je gère mon risque par rapport au gain espéré derrière. Je vous dis, le scénario dollar, c'est mon scénario de l'année et de l'année prochaine. Celui-là, dès qu'il déclenche, je prends 100% de gain là-dessus. Hein. Donc évidemment, risquer de perdre 3-4 dessus, c'est pas très très gênant. Mais ça reste donc des leviers très faibles par rapport aux gains engagés, aux gains espérés sur ce genre de scénario. Donc voilà, je prends un peu plus de risques, toujours dans une certaine marge de manœuvre, et je ne fais pas n'importe quoi, mais j'ai une conviction très forte sur le dollar, j'attends simplement que cette putain de tendance veuille bien s'imprimer. Allez, à demain.